Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire sur le nouvel arrêté royal visite d'entreprise et avis stratégique. Avant de passer la présentation à Madame Demoulin, je voulais d'abord vous communiquer quelques informations pratiques. Alors, la vidéo et le son ne peuvent pas être partagés. Les questions et remarques peuvent être mises dans le chat. La présentation et le formulaire d'évaluation vous seront envoyés après ce webinaire, mais la présentation sera également disponible sur le site des événements. Alors maintenant, je vais passer la parole à Madame Demoulin, qui est juriste au SPF Emploi, qui va partager maintenant sa présentation. Voilà. Voilà, j'y suis. Bonjour à tous. Hop. Hop, hop. Voilà, j'y suis. Donc, bonjour à tous. Comme mon collègue vient de vous dire, moi, je vais vous présenter le nouvel arrêté royal sur les visites d'entreprise et la vie stratégique. Alors, un petit peu d'historique, quels sont les préalables à cet arrêté royal? D'abord, un premier préalable un peu plus technique, c'est que l'article sur les visites d'entreprise, l'article 2.3.27, paragraphe 2, donc qui est maintenant abrogé, mais donc l'ancien article sur les visites d'entreprise, en fait, n'était plus adapté à la nouvelle tarification, des services externes, donc qui pourtant date déjà de fin 2015, et donc il fallait de toute façon changer la réglementation sur les visites d'entreprise. Ensuite, nous nous sommes basés sur une enquête réalisée en 2017 par nos collègues de l'inspection contrôle du bien-être au travail, de laquelle est ressortie toute une série de constatations. J'en ai résumé ici, j'en ai mis 3 ici dans ce PowerPoint. D'abord intéressant au niveau de l'inventaire électronique, que les services externes donc, doivent faire un inventaire des prestations qu'ils ont effectué chez un employeur, ça doit être en ligne, et ben cet inventaire électronique est trop peu méconnu chez les employeurs, les grands, les petits, et donc évidemment, du coup, l'utilisation est insuffisante. Pourtant, cet inventaire électronique peut être vraiment intéressant pour les grands employeurs, puisque c'est la manière avec laquelle ils peuvent savoir quelles unités de prévention ont été utilisées, qu'est-ce qu'il leur reste comme unité de prévention. Voilà. Même pour les petits employeurs, c'est aussi intéressant de savoir, mais qu'est-ce que le service externe a effectué comme prestation qui fait partie de mon paquet de base. Donc voilà, première constatation, inventaire électronique tout à fait méconnu chez les employeurs. Alors au niveau des visites d'entreprise en elles-mêmes, il y a aussi le constat qu'elles ne sont pas assez fréquentes et pas assez régulières, surtout aussi chez les petits employeurs. Alors, au niveau de la fameuse participation active à l'analyse des risques, que le service externe donc, doit participer activement à l'analyse des risques chez les employeurs, ça s'est aussi révélé insuffisant, aussi interprété de façon différente d'un service externe à l'autre. Et donc, il fallait aussi clarifier qu'est-ce qu'on entend par participation active à l'analyse des risques. Donc voilà. Alors, autre préalable important à cet arrêté royal, c'est l'avis du Conseil supérieur de 2018, le numéro 215. C'est un avis sur la tarification de propre initiative des partenaires sociaux, mais qui a eu en fait, qui est beaucoup plus large dans ses recommandations, dans cet avis, que seulement la tarification. Il y a déjà l'idée, donc, dans cet avis, que lors de l'affiliation, entre un service externe et son employeur, il faut déjà donner de l'information à l'employeur, donc le plus tôt possible. Ensuite, l'idée est que la première visite doit être vraiment pour se faire une image des risques dans l'entreprise, donc ça doit être une photo des risques dans l'entreprise, et puis que ça doit ensuite être suivi par des visites périodiques conformément au groupe tarifaire tous les 2-3 ans. Alors ensuite, l'avis du Conseil supérieur parle aussi de l'avis stratégique qui existait donc en annexe au code du bien-être au travail, dans la partie sur les services externes. Il y avait une annexe sur l'avis stratégique. Et le Conseil supérieur a aussi donné des considérations sur cet avis stratégique. Ça doit vraiment être un diagnostic, une évaluation des risques.
que des mesures correctrices doivent pouvoir être proposées, donc il doit y avoir une évolution de cet avis stratégique. Ça doit aussi être l'occasion de donner des informations sur les bonnes pratiques, les ressources adaptées et les outils donc, à l'employeur, et que cet avis stratégique doit être motivé, expliqué oralement à l'employeur et au comité lorsqu'il y en a un. Donc, toutes ces idées, évidemment, on les retrouvera dans l'arrêté royal et donc j'en parlerai plus en détail. Alors ensuite, voilà, on s'est mis au travail pour cet arrêté royal. On a aussi consulté les acteurs concernés, on a aussi consulté le contrôle du bien-être au travail, les partenaires sociaux. Ça a pris du retard parce qu'il y a eu les affaires courantes. Et puis ensuite, bien sûr, vous vous en doutez, le corona a fait que ce n'était plus dans les toutes premières priorités. Mais nous avons donc notre arrêté royal signé par le roi le 14 août pendant ses vacances, modifiant le code du bien-être au travail concernant les visites d'entreprise et la vie stratégique, publié le 23 août. Nous avons bien sûr eu un avis du Conseil supérieur qui était positif puisque nous avions suivi pas mal de leurs recommandations. 30 avril, et bien sûr, le Conseil d'État a aussi rendu un avis le 14 juin dernier. Alors, quels sont les grands principes de l'arrêté royal? Alors, d'abord, première chose à dire, c'est que dans cet arrêté royal, il constitue un nouveau chapitre dans la partie du Code sur les services externes, donc en fait dans le livre 2, titre 3, donc le titre 3 du livre 2, donc il y a un nouveau chapitre qui s'appelle Mission spécifique du service externe. On a pu faire ça puisque c'est un ensemble cohérent d'articles, donc on a pu faire un nouveau chapitre dans le code. Alors, donc il y a 3 volets à ce nouveau arrêté royal. Ça va aussi être bien sûr la structure de cette présentation. Premier volet, l'obligation d'information lors de l'affiliation pour les petits employeurs. Deuxième volet, les visites d'entreprise en elles-mêmes. Qui peut faire ces visites? Quelle est la fréquence? Tout ça a été réglé dans l'arrêté royal. Les objectifs, le contenu, c'est aussi réglé. Et on a aussi trouvé une solution pour les employeurs qui ont beaucoup de succursales et ou des sentiers temporaires, puisque ça, c'est aussi ressorti de l'enquête de nos collègues du contrôle du bien-être au travail. C'est que, en fait, c'était toujours le siège administratif qui était, enfin, en tout cas, la plupart du temps, qui était visité, avec des risques qui, bien sûr, sont plutôt des risques administratifs, et que le problème, c'est que les succursales peuvent avoir des risques tout à fait différents, et donc ne faisaient pas l'objet d'une visite, et c'est plutôt embêtant. Ah oui, j'en étais avec les solutions pour les employeurs avec beaucoup de succursales et de chantiers, et que donc est ressorti aussi de l'enquête de nos collègues du contrôle du bien-être au travail, que que c'était souvent le siège administratif qui était visité, alors que les succursales peuvent donc avoir des risques tout à fait spécifiques, ou les chantiers qui ne sont pas évidemment les mêmes que les risques administratifs. Donc, voilà, je pense que j'en étais là. Troisième volet de cet arrêté royal, c'est l'avis stratégique. Pour les employeurs C- et D, donc ce sont les employeurs qui n'ont pas dans leur service interne de conseil en prévention niveau 2. Et si je devais résumer en quelques petits tirets cet avis stratégique, sur lequel je vais bien sûr revenir, on peut dire qu'il est principalement couplé, donc lié aux visites d'entreprise. Donc ça signifie qu'après chaque visite d'entreprise, l'avis stratégique doit être adapté à ce qui a été découvert lors de ces visites. Alors, l'avis stratégique doit donner un focus sur les risques prioritaires, les 5 risques prioritaires. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que pour le moment, dans les petites entreprises, les rapports donnés par les services externes sont vraiment toute une série de listes de risques, et que les employeurs ne savent pas par où commencer. Ce sont évidemment des employeurs qui n'ont pas de compétences en interne pour les aider efficacement, et donc que c'est difficile pour eux de prendre les mesures adéquates. Ils sont un peu perdus face à un bottin de risques. Et donc, avec les 5 risques prioritaires, là, ça leur permet de mieux gérer leur politique de prévention dans l'entreprise. Alors, cet avis stratégique doit être très concret, c'est vraiment important, et sur mesure de l'entreprise. Donc, ça ne peut pas être des mesures toutes faites données à l'employeur, mais des mesures vraiment adéquates pour lui. Dans le même ordre d'idée, il faut un suivi de cet avis stratégique. Donc, c'est un instrument dynamique. Ce n'est pas genre une fois donné l'avis stratégique. Non, il doit être adapté suivant la situation dans l'entreprise.
Alors, donc, le premier volet, c'est l'information lors de l'affiliation dans les entreprises C-D, hein, donc qui n'ont pas de conseil en prévention niveau 2 au moins dans leur service interne. Alors, ça se trouve dans le nouvel article 2352 du Code. Et qu'est-ce qu'il est inscrit? Il est inscrit que aussi vite que possible, au plus tard dans les 2 mois suivant l'affiliation, le service externe fournit à l'employeur T-D les informations générales suivantes. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment aussi vite que possible. On a quand même mis un délai de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'en pratique, souvent les employeurs des petites entreprises s'affilient via un secrétariat social et donc il y a un délai avant que le service externe ne soit au courant qu'il y ait une nouvelle affiliation. Donc voilà pourquoi il y a les 2 mois. Alors, sur quoi est-ce qu'il va communiquer? Quelles informations? D'abord, les dangers spécifiques qui sont liés au secteur ou aux activités de l'entreprise sur base des informations disponibles, hein, donc sur base des informations que le service externe dispose. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera le code NACE de l'employeur ou bien tout simplement ce que l'employeur aura lui-même déclaré lors de son affiliation, l'activité qu'il aura déclarée. Mais ce n'est pas seulement les dangers spécifiques, c'est aussi les bonnes pratiques et les mesures de prévention qui sont liées aux dangers, ainsi que les moyens et les outils pratiques qui peuvent aider donc l'employeur lors du développement d'une politique de prévention efficace. Donc, dès ce moment-là, le service externe va pouvoir donner les outils qu'il a et qui marchent bien dans le secteur. Par exemple, un outil d'analyse des risques qui marche bien dans ce secteur-là, un modèle de fiche de poste de travail ou une brochure sur des EPI qui fonctionne bien aussi dans ce secteur. Alors, ça va aussi être le moment pour le service externe de donner de dire aux employeurs des groupes C-D quelles sont les prestations auxquelles ils ont droit qui font partie du paquet de base, parce qu'on sait aussi que souvent les employeurs ne savent pas en fait à quoi ils ont droit dans leur forfait, hein, donc en échange de leur cotisation. Et notamment cet avis stratégique, voilà, bien les informer que ça fait partie du paquet de base, donc ils ne doivent rien payer en surplus, et leur dire en même temps, leur communiquer comment ils pourront consulter cet avis stratégique. On a même inscrit dans la réglementation de préférence de façon électronique, et donc voilà, on espère que les services externes pourront mettre à disposition de façon électronique leur avis stratégique pour les employeurs, pour leur faciliter. Alors, quatrième information qui sera donnée dès l'affiliation, on en revient à la constatation de tout à l'heure de nos collègues de CBE, c'est le moment aussi d'expliquer le fonctionnement de l'inventaire électronique, enfin de dire d'abord qu'il existe, son fonctionnement, son contenu, voilà, comme ça on est certain qu'il va être mieux connu des employeurs. Alors tout ça fait partie de l'avis stratégique, c'est l'information de base, c'est la base donc de cet avis stratégique pour les petits employeurs. Alors, les visites d'entreprise en tant que telles, donc ça, elles sont réglées dans l'article 2353. Le grand principe, c'est que les services externes visitent régulièrement tous les employeurs affiliés. Qui va le faire? En fonction des risques et de la taille de l'entreprise, elles seront effectuées par un conseiller en prévention ou sous sa responsabilité par une personne qui assiste le conseiller en prévention avec une formation niveau 2 et, très important, qui connaît les risques spécifiques et mesures de prévention dans le secteur. Donc l'idée, c'est que ça peut très bien être un conseiller en prévention niveau 2 qui va, par exemple, visiter toutes les boulangeries d'un secteur. Ce sera l'occasion à ce moment-là, bien sûr, d'informer, par exemple, sur les risques propres au secteur de la poussière de la farine, mais aussi il devra évidemment tenir compte aussi des risques qui sont propres à une entreprise. Par exemple, s'il y a des conflits entre des apprentis ou s'il y a des problèmes de port des sacs de farine qui créent des TMS et que ce serait propre à telle boulangerie. Donc évidemment, voilà, c'est des risques spécifiques du secteur, mais aussi de l'entreprise auxquels il faudra faire attention lors de la visite d'entreprise. Alors justement, quand le visiteur d'entreprise voit qu'il y a des risques spécifiques présents qui rendent nécessaire un conseiller en prévention avec une compétence spécifique, hein, conseiller en prévention aspects psychosociaux, un ergonome, un hygiéniste, et bien à ce moment-là, le visiteur d'entreprise doit transmettre cette information à l'employeur et au service externe pour qu'il y ait un suivi de ce qu'il a constaté. Alors, en quoi consiste cette visite d'entreprise? C'est vraiment un tour des lieux de travail avec l'employeur et son conseiller en prévention interne. Hein. Donc, l'employeur, bien sûr, il est toujours responsable du bien-être dans son entreprise, donc c'est normal qu'il soit là. Dans les grandes entreprises, il peut déléguer à quelqu'un, mais attention que ça doit être quelqu'un qui a un pouvoir de décision, hein, puisque le but, c'est que des actions soient prises ensuite qui puissent le faire.
et avec donc le conseil en prévention interne hein, qui va bien sûr aider, conseiller l'employeur dans sa politique de prévention. Alors, à la fin de cette visite, le service externe va ensuite rendre un rapport de la visite hein, à l'employeur avec des constatations concrètes et claires. On a même inscrit dans la réglementation qu'il pouvait utiliser du matériel visuel, donc des photos. Donc, c'est vraiment l'idée qu'en se baladant dans son tour, lorsqu'il voit des choses qui ne vont pas, qui peuvent, voilà, qui sont des dangers, qui prennent une photo, hop, il le met dans son rapport et comme ça, c'est le but que ce soit vraiment le plus concret possible pour l'employeur lorsqu'il reçoit le rapport et qu'il puisse ensuite, bien sûr, agir. Alors, attention évidemment hein, à la vie privée quand le lieu de travail est aussi un lieu de résidence. Hein, on pense aux prisons, aux cellules des prisons, aux maisons de repos, etc., aux chambres des résidents. D'abord, la question à se poser, est-ce que là, il faut une visite d'entreprise? Ben, oui, est-ce que par exemple une chambre modèle ou une cellule vide ne pourrait pas faire l'affaire pour aller voir les risques? Si c'est quand même nécessaire, il faudra alors l'autorisation du résident. Hein, donc, et évidemment, a fortiori, pour prendre des photos aussi, il faut l'autorisation du résident. Et alors, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la vie privée des résidents. Donc voilà. Alors, autre chose aussi intéressante pour l'employeur, c'est que le service externe va devoir l'informer du timing de sa visite suivante et aussi des autres tâches qui pourraient intervenir, autres tâches et missions, comme bien sûr la surveillance de la santé. Donc, ça va permettre à l'employeur d'organiser, de s'organiser hein, d'une visite à l'autre, de pouvoir mettre en place sa politique de prévention. Alors ensuite, l'arrêté fait une distinction entre la visite de reconnaissance d'entreprise qui se fait directement hein, à la conclusion et la visite d'entreprise périodique. Là, vous aurez compris, c'est bien sûr le suivi régulier de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, la visite de reconnaissance d'entreprise, tout est réglé dans l'article 2.354. Il y a aussi un timing, évidemment, qui est prévu. Donc, c'est dans les 12 mois après la conclusion du contrat pour les employeurs des groupes tarifaires 1 et 2, hein, là où il y a en tout cas moins de risques. Et on a prévu 6 mois après la conclusion du contrat pour les employeurs des groupes tarifaires 3, 4 et 5, là où il y a plus de risques, mais aussi où souvent il faut une surveillance de la santé et donc il faut pouvoir évidemment la planifier, l'organiser sans attendre trop longtemps. Alors, comme je vous disais, pour les succursales et les chantiers, on a prévu, l'article prévoit qu'il faut une visite au siège quand même, hein, au siège, mais aussi à un lieu de travail type qui va être proposé par l'employeur et son conseiller en prévention interne. Donc là, voilà, ça permet qu'une succursale soit visitée avec les risques qui sont propres à cette succursale. Alors, on en vient au but, aux objectifs de cette visite de reconnaissance d'entreprise, qui sera différent. Les buts seront différents donc pour les grands employeurs et les employeurs d'entreprises à risque A, B, C+, puisqu'on considère quand même qu'ils ont des conseillers en prévention formés en interne et donc qui pourra plus facilement faire une analyse des risques et prévoir les mesures de prévention appropriées. Donc pour eux, c'est vraiment, la visite est une prise de connaissance des dangers et des risques hein, qui ressortent de l'analyse des risques de l'employeur et établie pendant la visite. Donc à cette occasion-là, évidemment, le visiteur d'entreprise va pouvoir un peu évaluer, donner des conseils sur cette analyse des risques. Peut-être tel risque ou tel risque aurait dû être plus mis en avant ou autre. Ce sera aussi le moment de donner son avis sur les fonctions et les postes pour lesquels la surveillance de la santé est nécessaire. Et c'est aussi le moment pour donner un avis sur s'ils estiment que des missions et des tâches complémentaires devraient être effectuées par le service externe. Ça permettra aussi au service interne de remplir son document d'identification, hein, le document qui reprend les missions effectuées par le service interne et par le service externe. Alors pour nos petites entreprises, c'est moins aidé. Tout va être concentré sur l'avis stratégique. Hein. Donc là, d'abord, hein, pour les petites entreprises, on était à une obligation d'informer sur les dangers et les risques. Maintenant, c'est vraiment dans cette entreprise, quels sont les risques présents et ce, dans tous les domaines du bien-être. Hein, d'où l'intérêt d'avoir un conseiller en prévention qui a une connaissance un peu large du bien-être. Mais pas seulement identifier les dangers, mais aussi cartographier, hein, mettre en carte, peser les risques qui sont présents dans l'entreprise et proposer 5 risques prioritaires dans l'entreprise. Alors, l'idée, c'est que ces 5 risques hein, qui seront choisis, hein, les risques les plus importants dans l'entreprise, ils doivent évidemment se refléter ensuite. Hein, l'employeur doit le faire refléter dans son plan global
de prévention et dans son plan annuel d'action. Le tout évidemment un ensemble cohérent et le but est évidemment que l'employeur donne une suite à ces 5 risques prioritaires et prenne les choses en main dans son entreprise. Alors ensuite, il va aussi, dans cet avis stratégique, il faudra formuler des recommandations, proposer des mesures de prévention concrètes, spécifiquement accordées à l'entreprise, important, toujours l'adaptation à l'entreprise, pour aborder les risques prioritaires efficacement. Alors, comme pour les grandes entreprises, c'est aussi à ce moment-là qu'il y aura déjà un avis sur les fonctions et les postes de travail qui nécessitent la surveillance de la santé. Alors, on en arrive aux visites d'entreprise périodiques, donc le suivi. Ça se trouve dans l'article 2.355. Il y a aussi une fréquence minimum. Pour les grandes entreprises A, B, C+, c'est 24 mois. Tandis que pour les petites, les C- et D, c'est 36 mois pour les groupes tarifaires 1 ou 2, ou 24 mois quand c'est les groupes tarifaires 3, 4 ou 5, donc là où il y a normalement plus de risques. Pour les succursales et les chantiers, on a aussi au niveau de la visite périodique adapter, trouver des solutions, il faut un schéma de visite et un timing en concertation avec l'employeur et le conseil en prévention interne, même avec avis du comité. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas toujours la même succursale qui soit visitée lors des visites suivantes, mais qu'au bout d'un temps, un peu toutes les succursales soient visitées, puisque une succursale n'est quand même pas l'autre, donc des dangers peuvent être présents dans l'une et pas dans l'autre. Et donc c'est pour avoir vraiment une idée d'ensemble des risques dans les différentes succursales. Alors, pour les visites d'entreprise périodiques, le but, c'est comme tout à l'heure pour les visites de reconnaissance, est différent pour les grands employeurs que pour les petits. Pour les grands employeurs, c'est à nouveau prendre connaissance de l'évolution. Ici, on est dans le terme d'évolution des dangers et des risques qui ressortent de l'analyse des risques de l'employeur établi pendant la visite. C'est l'actualisation de l'avis, si nécessaire, si les postes ont changé, les fonctions ont un peu changé dans l'entreprise par rapport à la surveillance de la santé. Et c'est aussi le moment aussi d'actualiser son avis. Est-ce qu'il faut encore telle ou telle tâche ou mission complémentaire que le service externe devrait faire? Est-ce qu'il faut un tel mesurage? Il faut de telle analyse des risques psychosociaux ou autre? Voilà, ce sera le moment d'adapter aussi cet avis. Pour les petits employeurs, on en revient à notre avis stratégique, donc c'est l'actualiser. Donc ça va être le suivi de l'évolution des dangers et des risques présents dans l'entreprise. À nouveau, donc cartographier tous les nouveaux risques, tout ce qui a pu arriver entre-temps dans l'entreprise. Donc on va tenir compte des accidents du travail graves, on espère qu'il n'y en aura pas eu évidemment, des interventions psychosociales, des rapports globaux de la surveillance de la santé périodique, l'analyse globale accidents du travail, de tous les incidents, des maladies professionnelles, donc tout ça depuis la dernière visite d'entreprise. Donc c'est l'idée de tenir compte des risques présents en fonction des mesures de prévention prises, des nouveaux risques, des constatations depuis la dernière visite et donc de rétablir les 5 risques prioritaires. J'espère bien entendu qu'ils seront différents, qu'il y a une évolution puisque l'employeur aura agi par rapport aux 5 risques précédents. Donc les 5 risques prioritaires et puis le suivi des mesures de prévention prises depuis la dernière visite et éventuellement l'adaptation, l'actualisation des recommandations données à l'employeur et des mesures de prévention concrètes et spécifiques. Alors, comme pour les grandes entreprises, c'est le moment d'actualiser l'avis sur les fonctions et les postes de travail quand la surveillance de la santé est nécessaire. Donc, on va voir s'il y a une évolution à ce niveau-là, des changements. Alors, autre chose, on va aussi demander au service externe d'évaluer l'effet de ces actions et des méthodes utilisées chez un tel employeur. Donc, si on voit que l'employeur n'a pas du tout donné suite à l'avis stratégique ou que les mesures de prévention finalement n'étaient pas du tout adaptées à cette entreprise-là, le service externe doit alors un peu voir est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autre approche avec cet employeur-là, est-ce qu'il ne faudrait pas donc changer de méthodologie. Donc on demande un peu une remise en question des méthodes du service externe pour s'améliorer bien entendu. Alors, ce fameux avis stratégique, il est défini, l'article 2.356, donc vous avez ici la définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument dynamique, vous l'aurez compris, il doit évoluer pour soutenir les employeurs des groupes C- et D,
dans le développement d'une politique de prévention efficace sur mesure de l'entreprise, entre autres en fournissant de l'information, proposant 5 priorités de prévention, en donnant des recommandations et propositions de mesures de prévention concrètes et spécifiques adaptées à l'entreprise pour permettre à l'employeur d'appréhender les priorités de prévention. Donc voilà une belle définition de l'avis stratégique. Donc cet avis stratégique est aussi le résultat de la collaboration active à l'analyse des risques. Donc là, on a cette précision. Donc le service externe, s'il a bien fait ses avis stratégiques, on considère qu'il a collaboré activement à l'analyse des risques, donc chez les petits employeurs. Ça va être construit en phase. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord l'information lors de la conclusion du contrat entre l'employeur et le service externe. Ensuite, ça devra être rempli, actualisé donc lors de la visite de reconnaissance et puis des visites périodiques. Et puis, entre-temps, l'avis stratégique doit aussi être actualisé par rapport aux interventions psychosociales, aux accidents du travail, graves ou non, aux constatations sur base de la surveillance de la santé, aux différentes visites qui ont été réalisées et même aux questions de l'employeur. Donc, tout ça doit faire évoluer l'avis stratégique. Alors, cet avis stratégique doit être discuté avec l'employeur. L'idée, c'est aussi d'assurer une bonne communication entre l'employeur et son service externe. Par exemple, à la fin de la visite d'entreprise, si une conseiller en prévention est peut déjà bien clairement exposer son avis stratégique. Et aussi avec le comité, donc par exemple, lors de la réunion suivante du comité, le visiteur d'entreprise peut venir présenter, par exemple, son avis stratégique dans le cas où il y a un comité, bien entendu. Alors, on a aussi prévu un article qui dit que l'inspection peut consulter tous les documents qui se retrouvent dans dont on parle dans ce nouveau chapitre, donc l'avis stratégique, les rapports du service externe. Voilà, tu peux les consulter, c'est à l'article 2.3.58. Alors, nous avons dû adapter certains autres articles du code pour que ça reste un ensemble cohérent, pour que l'avis stratégique et les visites d'entreprise se retrouvent liés, que ce soit un tout cohérent. Donc, d'abord, dans la partie sur la politique du bien-être, comme je le disais tout à l'heure, le plan global et le plan annuel d'action doivent tous les deux avoir des liens avec l'avis stratégique. Voilà. Et aussi, même dans l'évaluation du système dynamique de gestion des risques. Voilà. Alors, au niveau du paquet de base, pour les petits employeurs, c'est moins aidé. Dans la partie sur les services externes, il est bien dit clairement que la participation active à l'analyse des risques, les mesures de prévention, les visites d'entreprise, l'avis stratégique, tout ça est bien dans le paquet de base des employeurs. Donc, évidemment, ils ne doivent rien payer en plus que leur cotisation annuelle, leur forfait. Il a fallu aussi, bien sûr, abroger l'ancienne réglementation sur les visites d'entreprise, l'article 2.3.27, paragraphe 2, ainsi que l'annexe sur l'avis stratégique qui se trouve donc dans le Code du bien-être au travail. Alors, on a profité de cet arrêté royal pour aussi régler la question du changement de service externe. Ça arrive quand même souvent que les employeurs changent de service externe, donc c'est l'article 2.3.57. Dans ce cas-là, le service externe doit informer l'employeur des documents qu'il doit conserver sur la politique du bien-être, notamment donc, les avis stratégiques et les dossiers de santé, etc. Il ne va pas faire que l'informer, il va aussi transférer donc, les documents et les informations à l'employeur ou au nouveau service externe. Il y a un choix. Il y a 3 mois pour ce faire et c'est bien sûr afin d'assurer la continuité du service. Attention, petite remarque au niveau des dossiers de santé. Cet article ne change rien à la réglementation sur la surveillance de la santé, qui prévoit que toute une série de conditions pour le transfert des dossiers de santé, et notamment que ça doit se faire par des professionnels, entre professionnels de la santé. Alors, l'entrée en vigueur, ici, c'est un peu spécial, c'est au 1er janvier 2022, c'est bien sûr pour laisser le temps au service externe de s'organiser, puisqu'on leur demande un nouveau fonctionnement, et aussi au niveau informatique. Il y a aussi pour la même raison des mesures transitoires. Par contre, lors d'un changement de service externe, là, donc à partir du 1er janvier, la réglementation sera directement en vigueur. Donc, pour les petits employeurs, il faudra directement l'information suivie de la visite de reconnaissance d'entreprise et de l'avis stratégique. Pour les grands employeurs, la visite de reconnaissance d'entreprise. Tandis que lorsqu'il n'y a pas de changement de service externe intervenu, là, le service externe a 2 ans à partir de l'entrée en vigueur, donc jusqu'au 1er janvier 2024,
pour les grandes entreprises, comme je le disais, faire la visite de reconnaissance d'entreprise, et pour les plus petites, informer, faire la visite de reconnaissance d'entreprise et l'avis stratégique. Tout ça, bien entendu, pour leur laisser le temps de s'organiser et qu'ils ne pourront pas visiter toutes les entreprises en même temps. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et on est disponible pour des questions. Merci. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Nous avons déjà une question ici. Bonjour, dans le cadre du secteur des titres et services, comment peuvent se faire les VLT, c'est les visites lieux de travail, je suppose, étant donné que les travailleurs sont dans un domicile privé? Avez-vous évoqué l'exemple de ces... Vous avez évoqué l'exemple des cellules de prison. Est-ce vraiment transposable? Merci. Oui, c'est effectivement aussi la question de la vie privée. J'aurais pu aussi le citer comme exemple, hein, les domiciles dans le cadre des titres-services, effectivement, c'est un peu la même chose, hein. L'idée, c'est d'abord d'essayer de voir s'il faut vraiment, et de toute façon, là, il faut le consentement du résident, du propriétaire chez qui on va faire les titres-services. Bien sûr, il faut le consentement. Merci. Je peux encore ajouter quelque chose si tu veux à ça. C'est que dans un contrat pour les titres-services, il y a toujours aussi un contrat entre l'utilisateur et l'entreprise titre-service qui peut reprendre la possibilité de faire des visites lieu de travail, et donc pour lequel, bien évidemment, l'utilisateur doit donner sa permission, mais que normalement, ça peut être prévu dans ce contrat-là, que c'est possible de faire ce genre de visite lieu de travail. Ok, merci. Est-ce que vous avez des autres questions? C'est maintenant le moment de les poser dans le chat. Vous voyez le chat là en haut de votre écran avec un point d'interrogation. Bonjour, si je comprends bien, cet arrêté vise à une cohérence entre les cotisations et les missions à remplir par le service externe et une bonne organisation avec les employeurs affiliés. Cet arrêté a-t-il une influence sur un SIPP avec des conseillers en prévention niveau 1 remplissant différentes compétences, excepté les aspects psychosociaux? Là, je suppose que oui, que ça a affaire avec donc les plus grands services externes des entreprises niveau A et B, par exemple, où il y a un conseiller en prévention niveau 1 en interne. Donc là, on a assumé que c'est certainement dans ce genre d'entreprise déjà qu'il y a déjà une plus grande connaissance de beaucoup de choses. Donc, pour ça, la visite d'entreprise est un peu plus limitée dans le contenu et dans le but que pour les petites entreprises où il n'y a pas toujours un conseiller en prévention qui a même suivi une formation de base ou une formation niveau 2. Donc, l'idée est en effet d'avoir un système qui est un peu différent pour les grandes entreprises et un système qui est plus pointu pour les petites entreprises. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Normalement, l'idée est que pendant cette visite d'entreprise, c'est possible de voir quelles tâches le service externe devrait quand même encore faire dans ces grandes entreprises pour qu'on les voit dans le document d'identification, pour que, oui, on a déjà des accords, voilà, ces tâches-là seront faites par le service externe où il y a une plus-value qui est un conseiller en prévention spécialisé dans une ou plusieurs disciplines qui vient là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Ok. Et pour
il y a une prochaine question. Bonjour, si je comprends bien, ce ne sera plus l'Office du médecin du travail à effectuer ces visites. Charlotte? Oui, c'est ça, oui, la personne a bien compris. Donc, effectivement, hein, ça peut être aussi un conseiller en prévention niveau 2, ça peut même, donc sous la surveillance, sous la responsabilité d'un conseiller en prévention niveau 1. Effectivement, oui, ça peut aussi être une infirmière, mais qui a passé le conseiller en prévention niveau 2. Ce ne sera plus nécessairement le médecin du travail. Maintenant, pour ajouter à ça, ce n'était déjà pas forcément le médecin du travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent avoir l'impression que c'était obligatoirement le médecin du travail qui devait faire la visite d'entreprise. Par contre, ça n'a jamais été imposé par le code. Parce que, bon, ça se faisait souvent, je sais, quand il y avait de la surveillance de la santé. Maintenant, le médecin du travail n'est pas toujours le mieux placé pour vraiment faire la visite d'entreprise, vu qu'il n'a souvent pas assez de connaissances des autres disciplines, des autres risques qui peuvent se produire dans une entreprise. Il voit très bien, très clairement les problèmes de santé, mais s'il y a des problèmes de sécurité de travail, des problèmes de hygiène de travail, d'ergonomie, bon, ça peut encore être vu par le médecin, mais surtout la sécurité au travail, c'est pas toujours le médecin du travail qui est le mieux placé pour voir ce genre de problème, vu que lui, c'est un des seuls conseillers en prévention qui n'a pas suivi forcément ou pas obligatoirement une formation en conseiller en prévention. Donc, les autres disciplines, les autres risques, c'est pas toujours le mieux placé. Bon, ça veut dire que ça peut toujours être le médecin du travail, hein, mais c'est certainement pas obligatoire, non. OK. Il y a encore une autre question publiée. Bonjour, allez-vous proposer une version coordonnée du code et à quelle date sera-t-il disponible? Oui, le PDF du code sur notre site n'est effectivement pas encore adapté. Maintenant, moi, on n'a pas de date, mais le but, c'est évidemment... Si, je viens d'avoir la discussion, excuse-moi que voilà. Je viens d'avoir la discussion, vu que le projet d'arrêté, donc l'arrêté, n'entrera en vigueur, comme Charlotte l'a déjà dit pendant la présentation, n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2022. Donc, en principe, pour les derniers mois de cette année, il y a encore l'ancienne réglementation qui est maintenant dans le code qui s'applique. Donc, le principe, chez nous, en principe, c'est qu'on ne change pas le code sur le site tant que ça n'est pas entré en vigueur. Donc, normalement, ça va être changé, oui, dès le 1er ou le 2 janvier, peut-être 2022, en principe. On a, par contre, mis un news sur le site avec l'info, mais donc le code, la version du code ne sera normalement pas adaptée parce qu'il veut toujours être le code qui s'applique au moment maintenant. Donc, je suppose qu'on va, pour avoir la version adaptée, ce sera un peu plus tard. OK, merci. OK. Dans le cadre des entreprises ABC, nous travaillons déjà de cette façon. Le SEPPT a-t-il plus de pouvoir, notamment celui d'évaluation? Pouvoir, c'est-à-dire plus de pouvoir, non, c'est plutôt pour clarifier son rôle, je dirais. Son rôle dans le cadre des visites d'entreprise et de la vie stratégique et de la collaboration active à l'analyse des risques, tout ça pour les petits employeurs, mais oui. Question suivante, où certains employeurs refusent l'accès à leur entreprise ou sont absents le jour du rendez-vous. Oui, quelle est la conduite à tenir dans ces situations? Merci. Oui, bon, donc, ça, oui. Évidemment. Ça, c'est évidemment difficile. Hein, quand l'employeur n'est pas l'accès, bon, service externe, c'est pas évident. Hein. Oui, là, c'est quand même dans l'intérêt du service externe d'avoir bien la preuve, d'avoir essayé quand même assez de fixer un rendez-vous pour visiter le lieu de travail. Mais si c'est vraiment un problème, si il y a vraiment des problèmes dans cette entreprise et on refuse l'accès, alors oui, c'est toujours possible
de signaler ce problème au contrôle sur le bien-être, donc les inspecteurs de CBE. Oui, parce que si on refuse l'accès au lieu de travail, il y aura sans doute peut-être encore d'autres problèmes qui méritent d'être examinés. Donc, oui, tout d'abord, il faut certainement pouvoir prouver d'avoir assez essayé de faire la visite d'entreprise, mais si ça ne marche vraiment pas, c'est toujours possible de signaler ce problème chez CBE. Ça, c'est la seule chose qu'on puisse dire, je pense. OK, merci. La question suivante, on va publier. Oui, normalement, on propose quand même que, oui, si on adapte la façon de voir cette visite d'entreprise, surtout pour les petites entreprises, ça devrait avoir une plus-value parce qu'il y a aussi l'avis stratégique qui est lié et qui donnerait les 5 priorités de prévention comme le service externe le voit. Donc, normalement, ça devrait automatiquement donner une plus-value à la visite d'entreprise puisque l'avis stratégique ne peut pas se faire sans avoir vu et avoir visité l'entreprise. Donc, et oui, communiquer aux employeurs, en principe, oui, toutes les obligations du code bien-être s'imposent aux employeurs. Je suppose que c'est le service externe qui va essayer quand même de contacter les employeurs, mais nous, on n'a pas vraiment de moyens de communiquer avec tous les employeurs. Donc, je ne sais pas si ça, c'est la question. C'était toujours une obligation, en fait, de faire une visite d'entreprise. Ce n'est pas nouveau, ça. OK. Question suivante. En ce qui concerne les succursales, quand on a un CPPT par succursale et pas un seul CPPT pour l'ensemble de l'entreprise, doit-on prévoir un schéma de rotation des visites des lieux de travail en accord avec les différents CPPT? Oui, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ou doit-on impliquer le schéma d'organisation de visite des lieux de travail par site? Bon, moi, je pense qu'il faut donc prévoir un schéma de rotation des visites des lieux de travail. La suivante, c'est sur est-ce que le nouvel arrêté s'applique aux forces armées et plus spécifiquement les forces US en Belgique? Qui veut prendre celle-là? Là, je dirais qu'en principe, il s'applique aux forces armées, oui, bien que je ne suis pas tout à fait sûre, mais je pense qu'ils possèdent eux-mêmes leur service interne. Donc, je ne sais pas s'ils sont même affiliés à des services externes. Mais ça veut dire certainement que aussi un service interne doit faire sa visite d'entreprise. Ça, c'est toujours le cas aussi. Mais donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de service externe normalement, parce qu'eux, ils peuvent faire tout ça en interne. Alors, il n'y aura pas de visite d'entreprise du service externe. Par contre, pour les forces armées de l'OTAN et tout ça, là, je me doute parce qu'en fait, il y a des accords spécifiques de coopération entre la Belgique et ce genre de forces armées étrangères qui sont sur notre territoire et qui ont quand même une autre application de cette législation. Donc, pour ça, je dirais non. Mais pour les forces armées belges, en principe, la législation s'applique. Mais voilà, parce que je pense qu'eux, ils ont des services internes qui incluent aussi la médecine de travail. Je me doute qu'il y ait des services externes et qui ont besoin d'accès parce qu'il y a des règles spécifiques pour avoir accès au terrain des forces armées. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... OK, pour moi, oui. Alors, passons à la suivante. Oui, OK. Cette question,
Les rapports des visites de reconnaissance et des visites périodiques seront donc rédigés sur des canevas différents. Est-ce que d'ici 2024, pour une entreprise groupe A, comme des intercommunales multiservices et multisites, devons donc faire au moins une visite de reconnaissance pour tous nos sites, activités et ensuite planifier sur les 24 mois suivants la visite périodique? Si on parle des différentes, comme on dit, des différents établissements, succursales et tout ça, les délais sont moins serrés. Hein, donc, ça, c'est un principe séparé que le principe général. Ça veut dire que si c'est vraiment beaucoup oui, c'est pas un succursale ici dans ce cas, mais multisite, alors il faut prévoir un schéma qui indique clairement dans quel délai tous ces endroits vont être visités. Mais donc, c'est pas tous les endroits dans les 24 mois, parce que ça, certainement s'il y a tellement de sites, ce serait impossible. Mais l'idée serait que c'est clair sur quel délai, par exemple, si c'est 3 ans ou 4 ans ou 5 ans même, qu'on aura visité tous ces endroits une fois au moins. Donc ça, le schéma peut être un peu divergent, mais ça doit être un schéma qui est clair, qui a un timing et qui est aussi discuté avec le comité. Donc, comme ça, au moins, tout le monde est au courant du schéma et des visites qui vont être faites. Vous pouvez l'apprendre si vous voulez. Il y a une question qui demande que c'est possible de donner une ristourne à la prime assurance loi pour les accidents du travail, si l'employeur peut démontrer qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Là, je trouve que ce n'est pas vraiment une mauvaise solution, mais on n'y peut rien, puisque c'est une autre législation. Donc, ils ne sont pas liés dans le sens qu'on pourrait donner des ristournes dans ce cas-là. En plus, il y a encore des grandes discussions qui sont en cours sur les bonus-malus et tout ça pour les accidents du travail, les assurances. Donc, on va certainement pas se mélanger dans cette discussion-là. Donc, non, malheureusement, la réponse est non. Et il y a encore une autre question. Est-ce que des visites digitales peuvent être envisagées pour les sociétés sans locaux ou des entreprises sans risque? Non, c'est vraiment un tour des lieux de travail hein, qu'on demande. Oui, et l'entreprise sans risque, je dois encore la voir. Hein. Donc, même si ça paraît ne pas être trop de risques, par exemple, on a cette question aussi pour par exemple, les bureaux d'ingénieurs qui font des études, mais qui ne sortent pas pour les entreprises qui font surtout de l'administration. Il n'y aura peut-être pas tant de risques dans le sens qu'il n'y aura pas des grands risques produits chimiques, électricité, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, là, il y aura certainement plusieurs risques sur le plan de l'ergonomie, éventuellement du stress, des risques psychosociaux. Donc, même donc même s'il ne paraît pas y avoir des risques, je pense que oui, c'est certainement. On ne peut pas le dire à l'avance, en tout cas. Non, il faut d'abord vérifier. Et donc, les sociétés sans locaux, ça veut dire, je suppose que les travailleurs travaillent à domicile alors, peut-être. Alors, ça pourrait être possible de visiter aussi le domicile du travailleur pour éventuellement voir quels sont les risques auxquels les travailleurs qu'ils ont sur leur lieu de travail qui est alors leur domicile. C'est difficile de faire une visite digitale sans vraiment le voir. Même si pendant la période Covid, on a quand même eu la possibilité de faire des consultations par téléconsultation, oui, par télévidéoconférence, mais par après, l'idée serait quand même que ça se ferait plus physique. Question suivante, est-ce qu'il y en a encore? Non, parce que ça c'est la même. On a déjà eu. Ok.
Alors, tout a été traité. S'il n'y a plus de questions, maintenant, nous allons terminer ce webinaire. Alors, tout le monde aura la présentation encore envoyée par email, ainsi que notre formulaire d'évaluation. Comme déjà dit, vous pouvez trouver cette présentation aussi sur le site des événements. Et d'ici d'ici un peu de temps, ce webinaire sera aussi accessible sur le canal YouTube du SPF. Il va falloir encore attendre le montage et tout, mais d'ici peu, vous pouvez de nouveau regarder ce webinaire online. Alors, avant de finir, merci de votre attention, évidemment. Surtout un grand merci à Charlotte Demoulin pour la présentation, à Valérie Vervliet pour être là pour les questions-réponses et à Nel pour toute la régie. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Au revoir.